y a 80 ans s'achevait la Deuxième Guerre mondiale et commençait une période de reconstruction après les années noires de l'occupation. À partir de ces collections, le service des archives départementales de l'Hérault propose une exposition qui vous fait découvrir la réalité de ces années pour les Héraultais d'alors. En partenariat avec le département de l'Hérault, Divergence FM et le collectif des radios libres d'Occitanie vous proposent une visite guidée en 2 parties de l'exposition Vivre la guerre en Hérault 39-45. Avec Véronique Sassetti, directrice adjointe des archives départementales, conservatrice du patrimoine et commissaire de l'exposition. Après une première partie autour de sauver et survivre, suite de la visite avec collaborer versus résister, puis reconstruire. La troisième partie de l'exposition Collaborer versus résister met l'accent sur les choix qu'ont pu opérer certains Héraultais pendant la Seconde Guerre mondiale. La majorité des Héraultais, comme de toute la population française, pendant les années noires, c'est l'attentisme. On ne se positionne pas, on ne parle pas. La seule chose qu'on essaie de faire, c'est survivre. On s'occupe de ses proches. On s'occupe des questions de rationnement, d'alimentation. Pour ce qui est de la politique, on laisse ça, en fait, à d'autres. La situation est particulièrement troublée. Donc, les Français, eux, pensent surtout à leurs proches qui sont prisonniers en Allemagne, à leurs enfants qui partent au STO. Voilà, ils n'ont finalement que peu de temps à consacrer à ces questions. C'est pour ça que l'engagement, alors que ce soit l'engagement dans la collaboration ou l'engagement dans la résistance, sont des choix qui demeurent exceptionnels, dans l'Hérault comme en France. On commence par une première vitrine sur la milice. La milice qui est une organisation paramilitaire qui va en fait faire la basse besogne, œuvrer, soi-disant contre les résistants et pour faire émerger les idées travail, famille, patrie, la collaboration. Sur la collaboration, on constate quand même qu'il y a 3 grands types de collaboration en France et dans l'Hérault, c'est la même chose. La collaboration d'État, c'est-à-dire la collaboration politique, soumise aux Allemands. La collaboration économique, parce que les entreprises trouvent intéressant financièrement de travailler avec les Allemands. Et puis la collaboration individuelle, personnelle, qui là est plus le fait d'opportunités, d'envie, avec tout de même à l'esprit des personnes qui sont très sensibles aux idéologies fascistes. La collaboration en France, c'est entre 2 et 4% des Français qui ont collaboré. Et dans l'Hérault, il y a présenté des cartes d'identité de la milice, un carnet de solde d'un Français qui s'est engagé dans l'armée allemande. Donc vraiment, ça a existé, bien évidemment. La collaboration, c'est dans l'exposition présentée à travers un cas, une situation particulière, c'est la rencontre entre Pétain et Franco le 13 février 1941 à Montpellier. Franco doit aller rencontrer Mussolini en Italie parce que Mussolini et Hitler voudraient que l'Espagne s'engage à leur côté dans la guerre. Et comme Pétain connaît bien Franco, puisqu'il a été ambassadeur d'Espagne à la fin des années 30, les 2 gouvernements se mettent en relation pour organiser cette rencontre qui va se dérouler à Montpellier. Les deux chefs d'État sont reçus à la préfecture où il y a un déjeuner qui est organisé en présence du préfet, qui est Pierre-Olivier de Sardan, qui est un préfet, un haut fonctionnaire soumis aux ordres de Vichy, qui est quelqu'un qui va rester peu de temps dans l'Hérault. Ça ne sera pas le pire des préfets, mais c'est surtout un homme qui ne se pose pas de questions. Voilà, c'est un haut fonctionnaire qui ne se pose pas de questions. Il y a à la table de ce déjeuner, avec le maréchal Pétain et avec le caudillo, Camille Ernst, qui est secrétaire général de la préfecture. Les secrétaires généraux, ce sont des personnes qui remplacent les préfets quand les préfets sont absents dans le département et qui ont vocation eux-mêmes à devenir un jour sous-préfet ou préfet.
Cet homme qui, chaque fois qu'il le peut, signe des exemptions de déportation de juifs ou essaie d'aider la résistance, s'est retrouvé à déjeuner au milieu de tous ces officiels, sans pouvoir rien dire, ne devant pas se faire remarquer. La question qui se pose, c'est comment aurions-nous réagi si nous avions dû nous retrouver à cette table avec ces personnes contre lesquelles on lutte clandestinement, tout en maintenant une apparence tout à fait convenable de hauts fonctionnaires français. La question du choix, en fait, c'est une question de valeur. Choisir la résistance est d'autant plus héroïque que d'abord l'attentisme des Français est la norme et qu'ensuite, il faut avoir un système de valeurs qui va au-delà de sa propre vie. C'est-à-dire que les valeurs passent au-dessus de notre propre vie et d'avoir le sentiment que ce qu'on fait est quelque chose qui doit être fait, un devoir. C'est d'autant plus exceptionnel que c'est entre 4 et 6% de personnes qui ont résisté en France de manière très active. Après, il y a eu des refus, il y a eu d'autres manières il y a plein de manières de résister. Donc, le chiffre est sans doute un peu plus élevé que ça. Mais en tout cas, entre 4 et 6% de la population française était résistante. Cette rencontre Franco-Pétain est intéressante aussi parce que ce qui est un État autoritaire, c'est la demande du gouvernement de Vichy au préfet d'interner préventivement, en amont de la venue de Franco dans l'Hérault, les ressortissants espagnols issus de la retirada, qui auraient potentiellement pu causer des troubles, puisque le caudillo arrivant et les républicains espagnols étant farouchement opposés à Franco, ça aurait pu dégénérer. Donc cet État autoritaire demande au préfet d'interner pendant une semaine au camp d'Agde les ressortissants espagnols susceptibles de causer des troubles. Ils n'avaient rien fait, mais ils se retrouvent cantonnés sous surveillance de manière à éviter les troubles. C'est aussi la rencontre Pétain-Franco, une lettre de Simone de Mangel que moi je trouve absolument exceptionnelle. Simone de Mangel, elle est secrétaire générale d'une association de femmes. Elle est aussi résistante, mais ça, personne ne le sait. Et en 1941, elle écrit au préfet au mois de mars en lui disant Monsieur le préfet, vous m'avez envoyé une invitation pour rencontrer le maréchal, je vous remercie. Je n'ai pas pu être présente parce que vous ne l'avez pas envoyé à la bonne adresse. Je n'ai pas pu venir et croyez bien que j'en suis désolée et je vous remercie de bien vouloir envoyer à la bonne adresse la prochaine fois les courriers que vous seriez susceptibles de m'envoyer. Le préfet lui répond très premier degré en lui disant « Je comprends votre déception de ne pas avoir eu l'honneur d'être présenté au maréchal ». Et c'est vrai que nous, on le regarde aujourd'hui avec 80 ans, un peu plus de 80 ans de distance. On a les clés. Simone de Mangel, elle, ce qu'elle cherchait à faire surtout, c'est préserver cette façade qui était la sienne. Son absence aurait pu être remarquée. Donc elle explique sa défection de manière tout à fait convenable et entendable pour ne pas avoir l'air d'être hostile au maréchal. Collaborer versus résister, c'est d'autant plus difficile, je le disais, que l'information est extrêmement contrôlée. La propagande est partout, il y a un ministère de la propagande et l'image du maréchal Pétain est omniprésente. Il est très compliqué d'obtenir des informations d'une autre teneur, de pouvoir croiser les sources d'informations. Le journalisme est totalement acquis à la cause de Vichy, au mieux il est très neutre. Néanmoins, je dirais que la résistance fait des efforts, notamment sur les journaux clandestins, les tracts. Il y a aussi des parachutages de brochures qui viennent d'Angleterre et qui délivrent un autre discours. Et les Héroltais s'y jettent dessus passionnément pour justement savoir ce qu'il se passe, puisqu'ils n'ont aucune information. C'est également la guerre des ondes. La guerre des ondes entre Radio Paris et Radio Londres, avec en sonore des chansons de la résistance créées par Pierre Dac, justement des allocutions radiophoniques de Philippe Henriot et de Pierre Dac qui se répondent
Et il est intéressant de voir à quel point chacun sait ce qui se passe dans l'autre camp et essaye de faire monter l'enchère de l'information pour avoir le dernier mot. Les Français, les Héraultais pareil, ce sont les mêmes en fait qui viennent voir Pétain à la préfecture et qui l'applaudissent et qui le soir écoutent Radio Londres. Il n'y a pas de différence en fait entre ces Héraultais-là. Ils cherchent des informations, chacun pour essayer de se forger une opinion. Après, il y a un focus évidemment sur la résistance avec les évocations de Jean Moulin. Il y a aussi un dispositif tactile qui représente une croix gammée avec Laval à l'intérieur. Les années noires ont été des années de création artistique, de création littéraire, et montrer à quel point les résistants n'étaient pas que les hommes armés finalement. Et c'était aussi la résistance de la littérature grise, en fait, la résistance du concept et du graphisme. Il y a un focus sur Jean Moulin, notamment avec sa fiche matricule qui répertorie ses faits d'armes, et également la mise en avant de 6 résistants, 3 hommes, 3 femmes, qui en fait représentent chacun un moment fort ou un acte de résistance dans le département ou alors au niveau régional. Donc on parle de René Poitevin, on parle d'André Do qui est un des fondateurs du musée de Castelnau-le-Lez. On parle de Simone de Mangel évidemment, de Thérèse Nichterwitz qui était la concierge de la préfecture. On parle de Laure Moulin, de Laure Moulin puisque c'est la sœur de Jean Moulin, et de Francis Jouvin qui a eu une importance dans la résistance du Biterrois. Voilà, donc vraiment c'est mettre en avant des documents qui sont originaux et que les gens n'ont pas forcément, dont les gens n'ont pas connaissance, avec notamment des modes d'emploi de grenades ou de pistolets allemands, largués par Londres par avion. Eh bien, quand on attaque des soldats allemands et qu'on récupère les armes, comment s'en sert-on ? Voilà, ce sont des tutoriels avant l'heure. Et puis aussi un point sur le massacre de Douche, sur le combat de Douche, excusez-moi, et un point sur le massacre de Fongeant aussi, pour commencer à évoquer le devoir de mémoire. Deuxième partie de la visite guidée de l'exposition Vivre la guerre en héros avec Véronique Sassetti, commissaire de l'exposition. La 4e partie, Reconstruire, évoque la période post-libération. Le département est libéré fin août 1944 il y a beaucoup de liesses évidemment, beaucoup de défilés à Montpellier, à Béziers, la venue du général de Lattre de Tassigny le 2 septembre à Montpellier, le 3 septembre à Béziers. Et une fois que le pays est libéré, eh bien, il faut refaire société. Pour refaire société, il faut d'abord rétablir la légalité républicaine, c'est-à-dire que l'état de Vichy s'est terminé. La France est administrée par un gouvernement provisoire avec le général de Gaulle qui est à sa tête. Et dans le département arrive un homme qui s'appelle Jacques Bounin et qui est commissaire régional de la République et qui est là, c'est le représentant du général de Gaulle dans la région. Et il est là pour administrer la région et remettre en ordre les institutions. Jacques Bounin, il a au départ quelques difficultés avec les FFI, avec les résistants, parce que les résistants s'estiment légitimes aussi pour remettre de l'ordre. Et il y a des ajustements à faire entre De Chambrun, qui est le chef des FFI, et Jacques Bounin. Refaire société, c'est épurer tout d'abord. Donc l'épuration, elle se fait vite, judiciaire, c'est-à-dire légalement, avec des jugements dûment rendus, des condamnations à mort ou des condamnations à l'indignité nationale, des peines de prison évidemment. Elle est aussi extrajudiciaire, c'est-à-dire là, c'est la vengeance. À tel point qu'on a une lettre d'un résistant que nous avons enregistrée, une lettre d'un résistant qui explique à Jacques Bounin qu'il s'oppose farouchement à cette épuration extrajudiciaire en expliquant qu'on est en train de se comporter exactement comme ceux contre lesquels on a lutté.
Donc c'est une lettre très émouvante qu'il ne signe pas de son propre nom, hein. Il met un résistant pour ne pas être inquiété. L'épuration extrajudiciaire, elle est réelle. C'est-à-dire que les femmes sont tondues, les hommes sont fusillés. La prison de Béziers, par exemple, on va chercher un homme, soi-disant, parce qu'il va être jugé à Montpellier dans l'après-midi. On va le chercher à la prison. Le gardien donne l'homme, on l'amène un peu plus loin, on l'exécute. C'est un jeune homme qui a 19 ans qu'on va chercher à l'hôpital de Béziers et qu'on tue parce que son père était collaborateur. Voilà, donc ça, c'est vraiment... Et l'épuration, c'est une réalité, hein, judiciaire et extrajudiciaire dans l'Hérault. C'est aussi l'absence des hommes. Les prisonniers reviennent lentement. Et puis à partir de janvier 1945, on découvre les premiers déportés. Et là, c'est vraiment un choc pour la société. Il y a dans l'exposition un vêtement de déporté qui nous est prêté par le musée de Castelnau, le Lèze, avec le matricule d'André Do. André Do était déporté politique. C'est aussi la lettre de Madame Stern, la femme de William Stern en 1946, qui demande au préfet s'il a des nouvelles de son mari et s'il en sait plus sur les conditions de son arrestation. Elle ne sait toujours pas en 1946 qu'il ne reviendra jamais. Elle doit s'en douter, mais malheureusement, elle n'a pas de réponse vraiment à ce moment-là. Mais refaire société, c'est aussi le progrès, la mise en œuvre de l'État-providence avec 1946, la création de la sécurité sociale. Et puis c'est, dès 1945, le mois de mai, les premières élections municipales où des femmes sont candidates. Puisque depuis le 21 avril 1944, le général de Gaulle a promulgué une ordonnance où l'article 17 précise que les femmes deviennent électrices et éligibles au même titre que les hommes. C'est la première mise en œuvre de cette ordonnance, avril-mai 1945. Et puis 1946, la première conseillère départementale, enfin générale, Marcel Luc, et présenté une affiche où Madeleine Lessac, en 1946, se présente à la députation. Elle ne sera pas élue à ce moment-là, elle est en compagnie de Jules Mock et de Jean Ben, donc de grands noms nationaux et départementaux. Mais elle sera la première femme élue députée en 1951 dans l'Hérault. C'est aussi la reconnaissance du sacrifice des résistants, refaire société, le devoir de mémoire avec la création de l'ordre des Compagnons de la Libération. Il y a le placard de décoration de René Poitvin dans l'exposition. Ce placard de décoration, en fait, il est titulaire de la Croix de la Libération, de la Croix de guerre, de la Légion d'honneur et de la médaille de la Résistance, entre autres. Normalement, dans les usages, rien ne dépasse la Légion d'honneur. La Légion d'honneur est toujours en premier. Pour les Compagnons de la Libération, dont René Poitvin, la Croix de la Libération est au-dessus de la Légion d'honneur sur son placard. Bon, donc pour expliquer qu'il lui confère une importance plus forte que tout. C'est aussi la création d'un statut particulier, les musées nationaux récupération. Musées nationaux récupération au niveau national pour les biens spoliés, les œuvres d'art qu'on a retrouvées en Allemagne et les livres qu'on a retrouvés en Allemagne. Dans le département, il y a 5 tableaux qui ont le statut musées nationaux récupération, 4 au musée Fabre et 1 au musée Paul Valéry à Sète. Ce ne sont pas des œuvres qui sont originaires de l'Hérault. Elles ont pu être spoliées dans toute la France. Néanmoins, on a perdu trace de leur provenance. Et justement, tout le travail, quand ils ont ce statut, quand ces œuvres ont le statut de musées nationaux récupération, c'est d'arriver à identifier de potentiels ayants droit pour ensuite les restituer. Donc vraiment, c'est une nouvelle société qui voit le jour, avec toujours des difficultés, des pénuries, puisque pour certaines matières premières indispensables, les tickets de rationnement vont se poursuivre jusqu'en 1949. Donc c'est une société aussi qui découvre un nouveau monde, qui aspirait en tout cas à une nouvelle vie, à retrouver ses proches et plus de liberté, plus de facilité de vie. C'est en tout cas une société sur laquelle aujourd'hui, qui crée des bases solides sur lesquelles nous vivons encore aujourd'hui. C'est aussi une manière de montrer comment une population civile vit
pendant la guerre, les risques qu'elle prend, ce qui lui arrive, et aussi, surtout, je trouve, et c'est vraiment l'objet aussi de la conclusion, de se dire qu'on peut avoir le sentiment de vivre dans un pays qui est solide, aux valeurs solides, un pays, une république, et néanmoins, la société peut se fracturer à tout moment, et on peut passer d'une république à un État autoritaire sans même le voir. Donc effectivement, c'est quelque chose en conclusion qui anime vraiment le propos, en expliquant aussi à quel point l'Europe finalement est importante, peut-être pas tout à fait pour le maintien de la paix, mais que l'Europe c'est une expression de Maxime Lefebvre, en fait elle n'est pas mère de la paix, elle est fille de la paix. Et que quand l'Europe est faible et quand l'Europe est fracturée, c'est la possibilité d'un conflit, en fait, sur le sol européen. Nous vous avons proposé une visite guidée de l'exposition Vivre la guerre en Hérault 39-45 en compagnie de Véronique Sassetti, directrice adjointe des archives départementales, conservatrice du patrimoine et commissaire de l'exposition. Cette exposition est gratuite et accessible à toutes et tous et vous pouvez la découvrir jusqu'au 9 mai 2026 dans les locaux du domaine départemental Pierre-Vive à Montpellier. Merci à Madame Sassetti pour sa disponibilité. Un programme réalisé par Divergence FM et le collectif des radios libres d'Occitanie en partenariat avec le département de l'Hérault.